Bonjour et bienvenue dans le numéro 60 de Jaf ta mère, l'émission de l'association Équité Parentale depuis le Périgord Libre avec Stéphane sur RLP 102.3. Aujourd'hui, voici la seconde partie de la discussion avec Véronique Jeanne-Treyer de l'association Planète Enfants et Développement qui intervient au Cambodge, au Vietnam, au Népal, au Burkina Faso, entre autres, dans le monde de la famille. Nous avons vu la semaine dernière le début des différences des structures familiales européennes et d'Asie du Sud-Est ou des pays concernés. Nous allons donc aujourd'hui continuer ce voyage dans le multiculturalisme, les différences civilisationnelles et sociétales des modes familiaux que nous allons observer ensemble et discuter autour de quelques musiques en provenance de ces pays. Voilà, c'est une petite émission plus sympathique et plus légère que d'habitude que nous allons goûter ensemble. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP Radio Libre en Périgord. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que ce modèle d'éducation qui est peut-être celui qu'on avait dans nos sociétés occidentales il y a 100-150 ans n'est pas une des sources d'explication du fait qu'il y ait un peu moins de délinquance, qu'il y ait plus de respect dans la famille? C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais j'essaie de formuler une idée qui me vient, j'essaie de trouver la meilleure manière de la formuler. Chez nous, on a des comportements parfois d'enfants rois qui parlent mal à leurs parents, qui les saluent pas, qui ne les respectent pas, qui font n'importe quoi, et on se retrouve avec un taux de délinquance adolescente et préadolescente qui est extrêmement important, qu'on ne trouve pas dans ces pays-là. Quel serait le juste milieu? Est-ce que vraiment c'est au niveau éducatif, au niveau sociétal? Comment on pourrait... vous voyez où je veux en venir? Oui, je vois tout à fait où vous voulez en venir. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que l'adolescence, la crise d'adolescence, et Françoise Dolto l'avait bien décrite, n'est pas en soi quelque chose de terrible dans la vie d'un enfant et même assez inévitable. Et c'est quelque chose de constructif. Donc en fait, qu'un enfant ne se révolte pas, nous, ce qu'on peut observer dans les pays où nous travaillons, c'est qu'effectivement, les enfants se révoltent pas, mais à la fin, c'est des adultes qui restent un peu soumis et qui n'ont pas forcément cette capacité de créativité, d'aller vers de l'avant, etc., et qui sont un peu en retrait et qui reproduisent un peu les mêmes schémas, etc. Là, vous avez dit un point extrêmement important. On ne leur apprend pas à créer, on leur apprend à répéter des schémas. Ça, c'est extrêmement important. Et pour moi, exactement. Et donc, la crise d'adolescence, c'est ça aussi. C'est l'enfant qui se révolte, dans nos sociétés. C'est très difficile à vivre pour les parents. Moi-même, j'ai des enfants, là, adolescents, post-adolescents. C'est jamais facile à vivre. Mais au fond, si on prend un peu de recul et si on les observe, ces enfants-là, quand ils ont 25 ans, la plupart, en général, ça y est, c'est derrière eux. On a tous un peu dégusté, mais maintenant, c'est des enfants qui sont accomplis, je dirais, et qui arrivent avec leur propre personnalité. Oui, mais même là-bas, moi j'ai vécu dans un milieu d'expatriés, parce qu'on était expatriés, et puis on avait la chance d'un milieu social qui était un peu avantagé, mais je regardais les expatriés, il y avait ils étaient hommes, femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes qui se mariaient à des locaux, des locaux de tout niveau social, parce qu'on essayait d'avoir le moins de préjugés possible, et puis on suivait beaucoup nos sentiments plutôt que la raison, et on s'intéressait aux problématiques des multilingues, des enfants qui parlaient 2-3 langues, parce que toute école internationale là-bas va faire le thaï, l'anglais, plus la langue des parents, donc on a énormément d'enfants qui sont trilingues, ça fait rien, même là-bas, les enfants, on va dire, de couples européens, mais qui vivaient là-bas sur place, ne se révoltaient pas à 15 ans, ils cassaient pas les portes et puis ils hurlaient pas. Alors peut-être qu'ils avaient aussi une vie un peu plus facile. Moi aussi j'étais expatriée, j'avoue que quand on a du personnel à la maison, il y a forcément moins de sources de conflits, les enfants ont plus d'espace. Oui, c'est vrai. Ils vivent pas dans des appartements les uns sur les autres en région parisienne, dans des conditions qui sont pas simples et qui exacerbent aussi les tensions, les stress et du coup les débordements. Voilà, je pense qu'aussi faut voir un peu les types de conditions dans lesquelles les enfants grandissent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en France, on est dans une société, surtout ceux qui vivent en milieu vraiment urbain, avec une pression démographique, avec des habitats très petits, les uns sur les autres, etc. Ça exacerbe aussi forcément les tensions.
Donc oui, il y a beaucoup plus. Je pense que quand dans un cadre plus épanouissant, enfin voilà, plus agréable, il y a moins de. C'est plus cool, on va dire. Du coup, c'est vrai qu'il y a moins de problèmes, forcément, d'accroche. On va pas forcément s'énerver contre les enfants parce qu'ils n'ont pas rangé leur chambre, parce qu'il y a la petite nounou qui va le faire à sa place, quoi. Oui, mais c'est pas chez tout le monde. Quand on est expatrié. Ce n'est pas chez tout Non, le mais quand monde. vous parlez de ces milieux-là, effectivement, qui eux sont plus ouverts, etc. Vous dites qu'il y en a pas, mais il y a ce confort de vie qui fait, je pense, qui crée moins de tension. Nous Après, avons des crises d'adolescence et nous avons des problèmes, nous, dans la bourgeoisie française aussi, même si les classes moyennes françaises sont moins présentes qu'il y a 30 ou 40 ans. Ce phénomène de révolte et de dire je ferai différemment de mes parents et je vais faire mon truc à moi, etc. Et existe beaucoup en Occident. Et il m'a vraiment semblé moins l'observer en Asie du Sud-Est, je vous assure. Non, c'est vrai, mais par exemple, là, nous, on travaillait au Vietnam avec des jeunes. On travaillait avec des jeunes pour faire de la formation professionnelle. Et finalement, on observe aussi, on a aussi beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus. Alors, ils sont pas révoltés, mais ils sont un peu perdus. Ils ont arrêté leurs études en 3e. Ils traînent dans le quartier. Et ils ont un mal fou à se remettre dans une. Donc, ils vont faire des petits boulots, mais ça va durer toute leur vie si jamais ils font pas de formation professionnelle pour avoir quelque chose d'un peu plus stable. Donc, en même temps, les problèmes des jeunes sont, voilà, de ces jeunes un peu perdus dans cette société et en mal-être, on le retrouve partout. Après, ça s'exprime peut-être différemment. C'est vrai que le mal-être passe par la révolte dans nos sociétés en France. Il va passer plutôt par une sorte de recroqueviller sur soi-même dans les pays, au Vietnam, par exemple, ou au Burkina. Mais au fond, ces difficultés, elles sont partout. C'est vrai que de toute manière, on sait que c'est un âge difficile. Et après, je pense que ça dépend effectivement de la possibilité d'expression qu'ils ont. Est-ce qu'ils peuvent se permettre? Alors c'est vrai qu'en France, je suis tout à fait d'accord, ça peut aller très loin et du coup, l'enfant, il y a des débordements où le parent maintenant c'est dirigé par son enfant et ça c'est vraiment, je pense que c'est un peu dommage qu'on perde justement cette notion un peu de respect et d'apprentissage et d'éducation qui doit rester omniprésent chez les parents. Bon, voilà, je pense que la société aussi va très vite. On est dans des. Je pense que ça nous dépasse tous, avec des écrans qui sont aussi vecteurs de tout un tas d'informations auxquelles nous n'avons pas nous forcément en tant que parents accès, et qui forgent en fait aussi maintenant nos adolescents. Donc et ça va peut-être arriver aussi parce que maintenant les écrans sont omniprésents notamment en Asie. Donc probablement que dans la génération des petits là qui sont déjà sur leurs écrans dès l'âge de 3 ans. On va voir quel type d'adolescent ça va être dans quelques années. Oui, ça c'est évident. Mais de toute façon, en Asie, on rentre dans un gros shopping center et puis il y a des instructions, des spots, les vendeurs n'aiment pas vendre des tablettes aux enfants avant un certain âge. Et ça, j'ai noté ça beaucoup plus que chez nous en Europe où la vente est quasiment libre. Il va être assez courant de voir un vendeur dans un magasin dire « Oui, mais attendez, elle a 5 ou 6 ans, elle n'a pas 12 ou 13 et le gouvernement a dit que c'est mauvais pour le cerveau. » Et ça, c'est pas forcément des discours qu'on va beaucoup entendre en Europe. Oui, alors nous les petits, là on a fait toujours, je reprends ce groupe de parole avec les parents, là, l'atelier de parents qu'on a au Vietnam. On leur a demandé, donc au terme de cette première session, quelle problématique ils voulaient aborder. Et ce qui est ressorti en premier, c'est les écrans. En disant, on ne sait plus quoi faire sans les écrans avec nos petits. On parlait de petits, moins de 6 ans. Tout à fait, parce qu'eux, en plus, ils les avaient pas. Il ne mange plus s'il n'a pas d'écran, il ne fait plus rien s'il n'a pas d'écran. Et donc, comment faire? Ils sont très sensibles au phénomène d'addiction. Ça, c'est tout à fait, parce que comme ils se débrouillent un peu par eux-mêmes, et puis comme, encore une fois, il n'y a pas d'intervention externe, et les stimuli un peu forts vont être ils vont très, très réceptionnés. Bon. Tout à fait. Je
je vous propose d'enchaîner sur quelques statistiques. En France, par exemple, je regarde là, on a 14,2 millions d'enfants en France, on a 4 millions d'enfants mineurs qui ont leurs parents séparés. C'est énorme, hein. On a un enfant sur 4 qui n'a plus de relation avec son père. On a 85% des détenus qui ont été élevés sans père. On a 63% des jeunes suicidaires qui ont des enfants qui ont été élevés sans père. On a 90% des sans-abri qui ont été élevés sans père. Et on a énormément d'échecs scolaires dans les familles monoparentales. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais vu dans ces sociétés beaucoup moins de familles monoparentales, beaucoup moins d'enfants qui étaient séparés de leurs parents, qui perdaient le contact avec leurs parents. Moi, j'ai des gens autour de moi qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 15 ans, 16 ans, 20 ans, parce que ça s'est passé ainsi et les liens ont été interrompus. Bon, c'est extrêmement différent dans ces pays-là, mais est-ce que vous avez constaté aussi que vos interventions, la modernisation, les poussent dans cette direction? Alors nous, dans les quartiers où nous travaillons, donc qui sont des quartiers extrêmement démunis, on a quand même beaucoup de cas d'abandon de foyer des pères. D'accord. Des pères qui partent, qui laissent leurs femmes ils n'assument pas, ils s'en vont. Exactement. Alors parce qu'évidemment, il n'y a aucune pension, pas de pension, il n'y a rien de juridique, etc. Donc en fait, on a quand même des familles monoparentales. Alors parfois, la femme arrive à retrouver un compagnon, mais et là pour eux, c'est foyer, il y en a. Et là pour eux, ça doit être très dur. Alors voilà, c'est ça. Donc après, bon, le type il part, il va trouver peut-être quelqu'un d'autre, ou il en a marre, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est quand même assez fréquent. C'est pas. Après, c'est vrai que j'ai aucune statistique sur. Je pourrais pas vous dire combien de familles monoparentales, l'impact, etc. Mais oui, enfin chez nous, c'est devenu quasiment civilisationnel. Vous voyez, tandis que là-bas, ça reste. Tout à fait. Oui. Ça reste, non, c'est moins, peut-être plus dans des familles justement très pauvres où là, justement, les gens sont dans la survie et donc ça s'éclate plus facilement. Que dans les familles classe moyenne. Mais donc oui, on n'en est pas encore là et probablement, je le souhaite en tout cas, ça permet de structurer davantage les enfants et ça leur apporte quand même un mieux-être, je l'espère. Parce que c'est vrai que c'est un peu froid dans le dos ce que vous dites. Oui, c'est en fait, on est confronté entre deux regards, un certain arriérisme parfois, je m'excuse, je parle au niveau, enfin quand mes pensées m'arrivent, je n'ai pas forcément le même mot, mais certaines choses qui sont un peu désuètes dans cette culture, et en même temps certains avantages, parce que quand on vit là-bas, qu'on revient chez nous, on est stupéfait en fait du modèle familial français, européen, italien, espagnol, où parfois les liens sont rompus, les gens sont isolés. Alors quand on a connu des familles avec 5 ou 6 frères et sœurs qui font des conseils de famille et puis qui disent que l'un d'entre eux va s'arrêter de travailler pour accompagner un de leurs parents qui est très malade, et puis ils vont se cotiser pour financer tout ça, ils vont faire tout ça ensemble, alors que nous on met nos vieux dans des hôpitaux, vous voyez ce que je veux dire, on se demande vraiment où est la bonne manière de faire, parce que bon. Tout à fait. C'est vrai qu'on a complètement reporté les services sociaux, on va dire, en tout cas les besoins sur l'État. Nous, on s'est complètement défaussé sur l'État. Voilà, on attend des autres, on va dire les autres de manière générale, absolument tout. Et il y a des effets de bord qui sont assez déplorables pour l'individu. Et puis là-bas, on va dire que la pression sociale les font rester ensemble et que visiblement, c'est pas pour autant que, d'après ce que vous me dites, l'intérieur des familles se porte mieux. Bon. C'est ça, que les scolarités sont pas forcément meilleures, il y a beaucoup d'échecs scolaires, les enfants... mais les bons élèves réussissent mieux que nos bons élèves à nous, hein. Mais là, il y a les deux qui vont ensemble. Hein. Mais ils sont très rares. Il y en a pas beaucoup, à la fin. Au final, j'ai pas de statistiques, mais le nombre d'enfants qui va jusqu'au lycée est quand même, je veux dire n'importe quoi, peut-être la moitié. Ah oui, Cambodge. Je suis allé au Cambodge. Je vois ce que vous voulez dire. Pardon, je pensais plus à Singapour, à Hong Kong, où effectivement là, c'est alors des très grandes différences. Rien à voir. Mais bon, moi c'est vrai que je reste fixée sur les pays que je connais, qui sont le Népal, etc. Et dans ces pays-là, alors peut-être le Vietnam a un niveau d'éducation qui les pousse un peu plus loin. Le Vietnam va dépasser la Thaïlande bientôt, au niveau de leur chiffre économique, ça pousse bien. Hein. Oui, c'est ça. Mais au niveau de l'éducation, je pense qu'il y a encore beaucoup d'abandon après la troisième, des enfants qui vont jusqu'au lycée, ça reste encore rien à voir avec la France, quoi. Donc il y a quand même encore beaucoup d'échecs scolaires, d'enfants qui sont en grande difficulté scolaire. Après, c'est lié à tout un tas de choses et pas forcément au fait que la famille soit éclatée, justement, parce qu'elle l'est pas forcément. Hein. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Mais au final, il y a aussi, on retrouve presque au final ces difficultés-là. Mais parce que c'est aussi
c'est bien de pouvoir compter sur la famille et c'est très précieux et j'espère que ces sociétés-là vont le garder. Et nous, quand on travaille avec les familles, justement, on les aide à repérer dans leur famille élargie vers qui elles peuvent se retourner pour éventuellement avoir de l'aide, etc. Donc voilà, compter sur cette cellule familiale, c'est extrêmement important. Mais par ailleurs, comme il n'y a aucun service social, ou très très peu en tout cas services sociaux apportés par l'État, quand ça éclate, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Il n'y a plus rien. Et donc, on a dit que, vous avez l'impression quand vous intervenez que les violences sur les enfants, par exemple, les problèmes d'abus, d'inceste et autres, sont en fait aussi violents que chez nous. C'est pas plus atténué, c'est pas plus rare. C'est juste qu'ils sont plus cachés, mais c'est aussi présent que chez nous. Oui, tout à fait. Vous arrivez à cette conclusion-là, vous, d'accord? Oui, ah bah tout à fait. Après, tout ce qui est inceste, etc., je pense que c'est à peu près pareil partout, malheureusement. Et la violence, en revanche, la petite violence, mais qui reste quand même néanmoins une violence, quoi. La petite violence de chicoter son gamin quand il a contredit le parent ou quand il a pas fait le truc, etc. Ça, est, en revanche, extrêmement beaucoup oui, plus non, mais ça, c'est très, très répandu. Mais ça, c'est différent d'aller abîmer son gamin, de le jeter par le balcon ou d'aller le violer la nuit. Il y a des critères, enfin, il y a des paliers quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais tout à fait. Mais voilà, non, malheureusement, c'est à peu près aussi étendu. Alors, dernière question. De par vos interventions, vous, comment on pourrait améliorer la vie de ces sociétés? Alors déjà, est-ce que vraiment il faut les occidentaliser? Et ensuite, en essayant, une fois que vous aurez répondu à ça, est-ce qu'il faut les occidentaliser ou est-ce qu'il faut respecter leur culture? Comment est-ce qu'on peut intervenir pour améliorer ce qui est améliorable? Alors nous, effectivement, bon, c'est pas du tout l'idée de les occidentaliser, ça c'est clair, et on en voit bien tous les défauts, on les connaît bien. Non, ce qu'on fait, c'est que, alors on travaille justement sur l'éducation parentale, qui est donc sur des thématiques qui nous semblent vraiment importantes, la relation avec l'enfant, parler à son enfant, par exemple. C'est des sociétés où on parle pas à l'enfant tant qu'il parle pas, donc voilà, on va le mettre au dos toute la journée, ou bien on va le poser dans un coin, et puis quand il commence à... ah oui, il y a une quantité de syndrome de bébé secoué, c'est absolument hallucinant. Il y a un défaut de formation de la parentalité qui est très fort. Donc, très fort, ouais. La stimulation, etc., et comme vous dites, cette créativité, qui est un peu difficile à trouver, elle vient aussi, elle commence dès le plus jeune âge, quand on commence à parler à l'enfant, à le pousser un peu à s'exprimer, à le stimuler, à lui faire découvrir des choses. Donc en fait, nous, on travaille, on part effectivement du vécu des parents, on étudie en fait les pratiques familiales des parents, et on s'appuie sur ces pratiques familiales pour leur montrer comment ça peut être fait un petit peu autrement pour aider à l'épanouissement de leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment, donc on travaille plus sur la cellule familiale, sur la relation en fait avec les parents. Donc on cherche pas forcément justement à changer la structure familiale, mais on va plutôt essayer de faire du changement au niveau de la relation parent-enfant pour que les enfants trouvent, voilà, un bien-être, une stimulation, un éveil qui leur permet de développer leur plein potentiel. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la famille le travail qu'on fait. Ensuite, on a des travailleurs sociaux, donc on fait beaucoup de, comme je disais, d'accompagnement familial, qui aussi pareil s'intègre complètement dans les habitudes culturelles, enfin, voilà, dans la tradition de la famille, dans la culture de la famille, pour l'aider à trouver un équilibre et à résoudre ses problèmes. Donc, et typiquement, là je vois au Burkina Faso, quand je vois un peu les résultats, on peut avoir des cas où la femme, son mari est prêt à partir, donc elle n'a pas de revenus, elle peut se retrouver toute seule, rejetée par sa famille, parce qu'une femme qui est répudiée ou qui est seule, elle est très mal vue. Bon, la travailleuse sociale va pas lui dire c'est pas grave, tu t'en fous, vive ta vie, etc. Va plutôt lui donner un peu des comment est-ce qu'elle peut quand même trouver une harmonie avec son mari, comment est-ce qu'elle peut, remettre du dialogue au sein du couple, etc. Alors, c'est vrai que nous, dans notre société, on peut se dire mais non, c'est pas par le dialogue, il faut qu'elle s'en aille, quoi. Mais voilà, dans ces sociétés-là, on remet ce dialogue, et finalement la femme, le résultat. Oui, vu que tout repose sur la famille, on part pas, hein.
Voilà. Et donc en fait, à la fin, on voit que finalement la femme elle-même va témoigner qu'elle est super contente parce que grâce à la travailleuse sociale avec qui l'a accompagnée, elle a retrouvé une harmonie dans son couple et elle est bien et maintenant sa famille est unie et pour elle c'est le plus important. Donc voilà, pour dire qu'on est de toute manière, nos travailleurs sociaux sont du pays bien sûr, hein, donc ils ont aussi leur propre culture et ils travaillent avec ça. C'est leur matière. Après, pour nous, quelque chose aussi qui est très important, c'est d'apporter des services d'éducation. Parce qu'on travaille au sein de la famille, mais en même temps, les familles, on le disait, elles travaillent, les enfants sont confiés aux grands-parents, etc. Et en fait, la prise en charge professionnelle des enfants dès leur plus jeune âge, nous semble extrêmement importante. Donc ça fait partie vraiment, c'est une grosse partie de notre travail, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire former des professionnels, donc faire des formations qualifiantes, parce que c'est aussi une construction qu'on fait avec les autorités locales, parce que ça n'existe pas. Avoir des formations qualifiantes, former des femmes qui sont des professionnels de la petite enfance, les aider à mettre en place des services de petite enfance, des crèches, en même temps améliorer la qualité du préscolaire, inciter les parents à y mettre leurs enfants pour que, au moins, il y ait une espèce d'éducation qui soit assurée, une prise en charge des tout petits, de la meilleure qualité possible. Voilà, donc on joue à la fois sur le modèle familial, enfin sur la relation dans la famille, mais en même temps sur des services d'éducation en dehors de la famille pour accompagner au mieux les enfants. Et quand les enfants sont bien accompagnés, ils sont aussi plus heureux. Et quand ils sont bien pris en charge, on sait que les familles aussi, les mamans en particulier, sont plus sereines. Et donc ça contribue aussi à une harmonie familiale. Juste comme ça, vite fait, là, vous êtes bien reçus par les autorités locales. Ils aiment bien que des étrangers interviennent et leur disent ce qu'ils ont. Enfin, parce que parfois, il y a un problème de face dans ces cultures. L'autre vient nous dire comment être meilleur. Vous êtes bien reçus ? On est très bien reçus. Alors, on n'arrive pas justement en donneur de leçons, en fait. D'accord, ça, c'est très on a important. des bureaux. Très, très important. Voilà, on a des bureaux sur place. Ça fait 20 ans qu'on est implanté dans le pays, donc ils nous connaissent très bien. On a évidemment des agréments. On travaille de toute manière tout officielle, enfin très officiellement. Ah oui, on a des le réunions temps avec aussi eux. est important dans ces sociétés-là. Ouais. Exactement. C'est vraiment un chemin qui se trace sur la durée et on échange très régulièrement. Et donc, en fait, ils nous voient plutôt comme pas porteurs de leçons, mais plutôt d'idées. Par exemple, typiquement, si je prends le Burkina Faso, cette formation d'assistante maternelle qu'on vient de créer avec les autorités locales, ils en sont super contents. Et maintenant, ils nous disent, mais grâce à vous, on a cette première formation d'assistante maternelle, on a fait une formation niveau 1, maintenant, on va mettre en place la formation niveau 2 pour avoir un peu le niveau au-dessus, quoi. Donc en fait, on n'a pas trop de complexe par rapport à ça, puisque on sait que notre société, à nous aussi, elle a été construite par tous ces échanges interculturels, c'était un temps, et encore, on est aussi sous l'influence, bien sûr, de tout un tas d'autres cultures, de toute manière. Donc on joue sur on a des choses à apporter, ils nous en apportent aussi, et on essaie de trouver le meilleur de ce que chacun peut apporter. Et par rapport au développement de l'enfant, là, on s'appuie sur des connaissances qui sont maintenant universelles et qui ne sont pas culturelles. Quand on dit que l'enfant doit être stimulé, qu'on doit lui parler quand il est tout petit, qu'il a besoin d'affection, qu'il a besoin de protection, ça, c'est pas donner des leçons, c'est juste passer des messages qui sont pas forcément encore connus, en fait. Nous, on travaille avec des familles qui sont dans leur village, qui n'ont accès à aucune information et qui vont simplement répéter, comme on disait, les schémas traditionnels. Et donc, si la formation ne vient pas, elle va pas l'inventer. Donc on est là aussi pour faire venir ces informations-là par la radio, par ces groupes de parents, etc. Juste pour savoir, là, en 10 secondes, le Burkina Faso, le Cambodge, le Vietnam, la Birmanie, est-ce qu'ils ont signé la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant ? Ils l'ont signé, oui, c'est signé. D'accord. Maintenant, il y a une bonne intention initiale, on va dire. Il y a toujours le monde est peuplé de bonnes intentions. N'est-ce pas, Bon, d'accord. Okay. Tout à fait. Bon, mais c'était Véronique Gentreyer, directrice de Planète Enfants et Développement. Il est possible de vous trouver comment on peut faire un don, comment on peut vous aider, dites-nous. Alors, mais bien sûr, on a des projets et c'est vrai qu'ils sont aussi beaucoup soutenus par la générosité du public. On a un site internet, donc planète-eed.org, sur lequel vous trouvez toutes les informations nous concernant, et puis un petit bouton de don. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et sinon, nous sommes sur les réseaux sociaux, donc si vous tapez de toute manière Planète Enfants et Développement, le nom est un peu long, mais pas trop quand même compliqué à écrire sur le moteur de recherche. Vous allez avoir accès à notre page Facebook, Instagram. On est sur tous les réseaux sociaux. Donc, on vous donne justement par ces réseaux sociaux aussi des nouvelles de ce qu'on fait, des histoires de vie. On vous fait partager aussi notre vécu, rencontrer nos équipes sur le terrain. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on est toujours très intéressés d'avoir des gens qui rentrent en contact avec nous et qui partagent aussi leurs propres expériences. Donc, voilà.
En tout cas, bienvenue chez Planète Enfants et Développement, quelle que soit la manière. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante et puis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Merci, Au revoir, bonne soirée. Jafta